Merci aux étudiants de Sciences Po. Je pense que j'ai aperçu dans le groupe, je crois que j'ai mes étudiants à moi, il y en a quelques-uns, un ou deux peut-être, qui sont là. Voilà, je suis ravie de vous parler enfin en français puisque nous avons cours en anglais d'habitude. Et puis merci à l'Institut Confucius, à son directeur qui a pris l'initiative, à Isegoria d'organiser ça. Le thème que nous avons choisi ensemble est une entrée comme il y aurait pu en avoir d'autres. Je me suis intéressée depuis un moment, depuis quelques années. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, je me suis beaucoup consacrée au rôle que joue l'enseignement supérieur dans la transformation de l'État chinois à travers la formation des fonctionnaires et des cadres du parti. Mais ce n'est pas de cela qu'on va vous parler ce soir. Enfin, ça, c'est plutôt le thème principal de mes travaux de recherche et du livre qui vient d'être mentionné. Alors, je vous montre là, je vous fais la pub, effectivement. Ça, c'est le dernier ouvrage, le grand qui vient de sortir. Mais de fait, je me suis déjà intéressée dans d'autres choses que j'ai publiées, des chapitres d'ouvrages ou même le livre sur l'enseignement supérieur en Asie en général, qui date de 2015. Je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passe dans l'enseignement supérieur et on a pensé que pour ce soir, c'était peut-être plus intéressant de prendre cet angle-là, qui est, disons, qui est une des entrées possibles pour essayer de comprendre ce qui se passe en Chine. Et donc, ce que je vous propose, c'est de l'utiliser un peu comme entrée. Je vais parler un moment, peut-être une heure, peut-être un peu moins. Et puis, en revanche, au moment des questions-réponses, n'hésitez pas à élargir le sujet si ça vous intéresse, qu'on aille un peu plus, effectivement, du côté de la science politique, du côté de la transformation éventuelle de l'État-parti, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, c'est ce que je vous propose. Alors, pourquoi je vous parle de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Chine? On va partir du constat que nous faisons tous en lisant l'actualité qui nous parle très souvent de la Chine, qu'on a tendance à voir des paradoxes, des contradictions. Et il y a des choses qui nous interpellent. Alors, à un moment, on parlait autrefois de la Chine qui allait s'éveiller, de la Chine qui s'est éveillée, puis de la Chine qui est inquiétée. Et puis aujourd'hui, elle nous interpelle beaucoup parce qu'en fait, on lit des choses et on ne comprend pas très bien comment c'est possible. Alors, je vais vous citer peut-être trois étonnements, trois grandes familles d'étonnements. D'abord, on comprend que ce régime alors, je ne vais pas rentrer dans les catégorisations, les définitions qu'en font les politistes, qui sont, voilà, est-ce qu'on est dans un régime autoritaire, de quel type, dans quelle grande famille, bon voilà. On sait quand même que ce régime a des cycles où il se durcit plus ou moins, selon les époques, c'est-à-dire se durcir... quel est le degré en fait de liberté des citoyens, quel est le degré de censure, etc. Et on sait qu'en ce moment, la presse ne fait que parler du fait qu'effectivement Xi Jinping serait dans une phase de durcissement du contrôle. Donc on a un peu l'impression que ce régime se rapproche quand même des modes plutôt totalitaires, autoritaires, forts en ce moment. Et d'un autre côté, on a l'impression que c'est un pays qui fait des bonds en avant formidables, des progrès extraordinaires en matière scientifique, en matière d'innovation. Et là, je vous ai choisi une image de jeunes étudiants à Fudan au moment de la diplomation. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont été récemment sur des campus universitaires chinois ou qui ont eu l'occasion de voir des images ou des films. Vous voyez bien qu'on a l'impression d'une très grande modernité du système d'enseignement supérieur, du style de vie, du style d'enseignement. Il y a une grande visibilité des universités chinoises, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a disons, 20 ans ou 30 ans. Et donc, on se demande comment est-ce possible d'avoir ces
ses succès en matière d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation scientifique, alors que ce n'est pas un régime comme le nôtre, démocratique, d'ouverture, de liberté, etc. C'est un grand étonnement qu'on n'arrive pas à expliquer autrement que par dire il y a des paradoxes, il y a un grand écart, etc. Bon. Deuxième grande famille d'étonnements, mais qui vraiment, c'est toujours la même chose, c'est quand on voit que les étudiants chinois sont partout. Il y a des étudiants chinois à Sciences Po Rennes, mais il y en a aussi, il y en a à Rennes dans les autres établissements, il y en a à Paris énormément, mais surtout, il y en a partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a dans tous les pays anglophones. C'est devenu aujourd'hui, la Chine est le premier pourvoyeur d'étudiants dans le monde. C'est le premier. Donc, si on regarde toute la mobilité mondiale, la nationalité première qui ressort, de loin, bon, très concentrée aux États-Unis évidemment, ce sont les Chinois. Alors on a tendance à se dire, bien sûr, ils s'en vont, puisque leur système n'est pas bon, parce que leur système est insuffisant, parce qu'ils n'aiment pas leur pays ou je ne sais quoi, ils veulent partir. Donc on peut avoir envie d'avoir une explication simpliste. Et d'un autre côté, on regarde, on constate que la Chine devient un pôle d'attraction extraordinaire pour les étudiants du monde entier. Et là aussi, on ne comprend pas. Alors, peut-être que tout le monde veut apprendre le chinois, c'est l'action des instituts Confucius dans le monde, mais pas que. En fait, on voit bien que même si la Chine ne donne pas vraiment les chiffres officiels, c'est l'UNESCO qui les calcule, etc., selon les sources, la Chine serait devenue le troisième ou le deuxième pays d'accueil d'étudiants en mobilité dans le monde. Alors, c'est beaucoup de mobilité régionale. Autrement dit, des étudiants japonais, coréens, mais des étudiants de l'Asie du Sud-Est, enfin, voilà. Mais il y a aussi des étudiants, effectivement, du monde entier qui passent des années en Chine, pas seulement pour apprendre la langue, mais parce que voilà, c'est un pays qui a une telle, aujourd'hui, c'est une telle puissance économique que beaucoup d'étudiants souhaitent connaître ce pays, être en capacité de travailler avec. Et donc, ce n'est pas que pour des raisons linguistiques. Donc là encore, on ne comprend pas très bien pourquoi les étudiants chinois partent, pourquoi ça devient comme un pays d'accueil, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis par ailleurs, on est aussi très étonné de voir l'apparition d'universités chinoises dont il y a 20 ans, 30 ans, on n'entendait jamais parler, dans le top 100 des classements, quel que soit le classement. Je vais y revenir plus tard. Qu'est-ce que ça nous dit? Comment est-ce possible? Pourquoi même les universités françaises ont du mal à être dans le top 100, Et il y a deux universités, notamment Tsinghua et Peida, qui sont là, qui sont, quel que soit le classement, plutôt bien classés en général au niveau mondial. Troisième étonnement, eh ben, on a quand même un régime socialiste, enfin un parti communiste qui dit que son projet, c'est un projet socialiste. Alors, selon les périodes, on a des slogans différents sur la société harmonieuse, mais globalement, quel que soit le slogan, là aussi, je vous renvoie à aux travaux des politistes qui essayent de décrypter les messages à chaque congrès du parti. Mais globalement, c'est quand même un parti qui se donne comme projet de société la réduction des inégalités et une société plus équilibrée, plus équitable. Donc, il y a quand même un projet socialiste qui est toujours là. Et d'un autre côté, on a un système universitaire, on ne peut plus élitiste. C'est élitiste, vous en avez entendu parler parce qu'il y a un système de sélection à l'entrée, il y a un examen, le fameux Gaokao qui se passe au moment de l'équivalent de la classe terminale, qui donne un classement sur la base de tas de critères mélangés, mais qui en quelque sorte va déterminer la possibilité d'entrer dans des universités qui sont enfin, voilà, très, très inégales quant à leur prestige, quant aux possibilités, enfin, au salaire à la sortie. Et puis, surtout, c'est un système aujourd'hui qui est très inégal dans la dépense publique. Nous y reviendrons plus tard. Autrement dit, on est loin d'un système où l'État alloue les mêmes budgets à tous les établissements de façon équitable, on va dire, selon un système communiste, mais pas du tout. C'est un système qui donne des financements publics aux universités sur la base de critères d'excellence, de performance,
disons, beaucoup plus proche d'un système qu'on appelle chez nous néolibéral. Alors voilà, ça je vous donne les 3 étonnements et je vous propose, là pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble, d'essayer de comprendre pourquoi. Alors on avait dit avec Blaise Thierry qu'on aurait pu appeler aussi cette conférence comme enseignement supérieur chinois, d'où ils viennent, où ils vont. Donc c'était pour essayer de comprendre la situation actuelle à la fois dans une perspective historique et dans un projet d'avenir. Quel est l'objectif que se donne le gouvernement chinois? La photo actuelle, c'est quoi? Ça, donc, on part d'une situation actuelle. Aujourd'hui, la Chine est un pays où il y a beaucoup d'étudiants. C'est aujourd'hui le premier réservoir d'étudiants du monde, 37 millions d'étudiants, dont 28 millions seulement au premier cycle. Elle compte presque 3000 établissements. Bon, voilà, c'est un grand pays, ça, c'est pas étonnant. La dépense publique consacrée à l'éducation, donc ce n'est pas que le supérieur, hein, là c'est tout confondu, c'est à peu près 4% du PIB, ce qui veut dire qu'on est proche de la moyenne OCDE. Et le taux, alors ce qui s'appelle en anglais le Gross Enrollment Rate, le taux brut d'entrée à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire quel est le pourcentage d'une classe d'âge qui accède à l'enseignement supérieur. Et on est à 45%, sachant qu'on était à 6% en 1980. C'est-à-dire qu'on est très, très, très proche des niveaux des pays les plus avancés. Les pays les plus avancés, ça va être le Japon, la Corée, qui ont des taux proches de 70%. C'est-à-dire que vous prenez une classe d'âge 18 ans, quel est le pourcentage qui va aller à l'université? Eh bien, dans les pays développés, disons de la zone OCDE, on va être proche de 50%. Et effectivement, certains pays d'Asie de l'Est vont être à des taux plus élevés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diplômés. Voilà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, la Chine compte quelques universités dans les classements mondiaux. Donc, les classements les plus célèbres sont... Alors, on pourra parler, si vous voulez, tout à l'heure, au moment des questions, un peu plus de ces systèmes de classement. Mais en gros, il y a des organismes tiers qui sont des groupes de presse, des sociétés de conseil, peu importe, des sociétés commerciales ou des centres de recherche qui appliquent un certain nombre de critères qui varient d'un classement à l'autre pour comparer des établissements d'enseignement supérieur dans le monde, des établissements qui sont très différents, qui ont des contextes réglementaires et des modèles économiques très différents. Néanmoins, on arrive à les comparer dans un souci de, disons, transparence vis-à-vis des consommateurs que sont les étudiants qui peuvent ainsi choisir leur université en connaissance de cause. Alors, voilà, ça, on pourra en parler, toutes les limites de ce système. N'empêche qu'aujourd'hui, le top de ces classements, que ce soit Times Higher Education, QS ou celui de Shanghai Jiaotong, des critères totalement différents les trois, mais vous le prenez comme vous voulez. En général, en tête, il y a les universités américaines privées, ensuite quelques universités anglaises, et puis très peu d'asiatiques. Et vous avez aujourd'hui l'apparition des universités chinoises en tête de ces classements. Alors, vous voyez là, c'est un exemple, ça c'est le Times Higher Education. L'université de Pékin classée 29e, l'université de Tsinghua classée 35e au monde. Je ne vous dis pas où sont les universités françaises, vous aurez le loisir d'aller les chercher. Elles sont quand même pas très bien classées. Alors ça, c'est la photo actuelle. Ça ne vous dit pas grand-chose si on ne la place pas en perspective historique. C'est-à-dire d'où ça nous vient. Alors, on va remonter très loin. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que aujourd'hui, on vit dans un monde où l'internationalisation est devenue une espèce de diktat, une espèce de norme
où on croit que l'enseignement supérieur doit être international, que c'est bien si c'est international, et aucun pays n'échappe à cette règle. Et donc, l'attractivité d'étudiants étrangers, la présence de cours en anglais, la présence d'enseignants étrangers, tout ça sont devenus des marqueurs, des proxys, comme on dit, pour qualité. Et donc, l'université chinoise ne fait pas exception. Elle est aujourd'hui grandement internationalisée. On le verra un peu plus en détail. Vous avez déjà vu qu'il y a des flux d'étudiants et que l'université semble aujourd'hui en Chine complètement insérée dans un réseau mondial. Et on peut se dire que c'est un signe de développement, de modernité de la Chine. Bon, très bien. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que cette ouverture, cette imbrication dans un système mondial n'est pas du tout quelque chose de récent en Chine. C'est pas nouveau. Ça n'a pas été inventé par Xi Jinping, ni par ses prédécesseurs, ni par Deng Xiaoping, qui est considéré comme l'auteur de l'ouverture après la mort de Mao. C'est quelque chose qui est très présent dans l'histoire de Chine. Alors, on ne va pas parler d'une tradition. Il y a j'aime mieux parler plutôt de récurrence à des moments de l'histoire de Chine où ça peut être intéressant en fait de retracer quelle a été cette relation avec l'étranger. On peut, quand on ne connaît pas la Chine, on peut avoir tendance à l'imaginer de par sa taille, de par ses spécificités culturelles, comme quelque chose de très fermé, comme un continent fermé sur lui-même. Le fait que ça s'appelle Chine, c'est-à-dire que dans le mot Chine, en chinois, il y a le milieu, on peut vraiment avoir l'impression de quelque chose totalement autiste en quelque sorte. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des connexions très anciennes et il y a une espèce de constante qui revient. J'ai parlé de récurrence puisqu'effectivement le gradient en fait varie, mais il y a une énorme capacité, quelle que soit l'époque et le régime, à savoir ce qui se passe à l'extérieur, savoir ce qui se passe dans le monde. Et alors voilà, on n'a pas le temps d'aborder ici l'histoire de toutes ces influences étrangères. Il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé là-dessus. Mais à retenir qu'en fait, on va dire dès le XVe siècle, à travers les premiers missionnaires qui sont arrivés sur ce continent avec les velléités de convertir les Chinois au christianisme, commence un dialogue culturel, un échange et en tout cas une capacité de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Alors là, je vous ai mis le plus célèbre, et aussi parce que je suis italienne et que donc je suis bien contente de citer un Italien célèbre. Sauf que donc Matteo Ricci, là on est plutôt au XVIe siècle, c'est un missionnaire jésuite. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que bon, d'abord les Chinois, ça se trouve, ils savent même pas qu'il est italien, puisqu'il a été complètement sinisé avec un nom chinois. Et que c'est quelqu'un qui a fait, on va dire que c'est un peu une des figures de ces passeurs qui émaillent toute l'histoire de la Chine et de la relation à l'Occident, c'est-à-dire des personnes qui vont faire le pont entre les cultures chinoises et celles de l'Occident. Et donc là, Matteo Ricci, par exemple, ça a été quelqu'un, il est surtout célèbre parce qu'il a traduit et il a fait connaître en Occident les classiques chinois. Il ne faut pas voir ces missionnaires comme des gens qui viennent et qui colonisent culturellement. Eh bien, c'est dans les deux sens complètement. Et effectivement, il n'est pas seul, il y en a eu plein d'autres avec lui, il y a Castiglione, il y a Verbiste, etc. Là, je vous ai mis une photo qui est juste, c'est un bon souvenir pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui ont été à Pékin, peut-être que vous avez visité à l'école du parti de la municipalité de Pékin, donc, qui est un lieu de formation continue, on va dire, des cadres du parti du niveau de la municipalité de Pékin. Il y a à côté, dans le jardin, le cimetière jésuite. Voilà. Il y a la tombe de Matteo Ricci, il y a la tombe d'autres jésuites qui est restée
vous êtes à côté du Parti communiste, il y a la tombe des prêtres jésuites, je trouve ça assez fascinant. Et donc qui a résisté à la révolution culturelle. Bon, les stèles ont été détruites à un moment, néanmoins c'est resté. C'est resté parce que c'est aussi un lieu culturellement chinois. C'est un moment important dans l'histoire de la Chine pour les Chinois aussi. C'est pas forcément vu comme un lieu occidental. Et alors, sans faire siècle par siècle toutes ces influences, ce que vous pouvez retenir, c'est que au XIXe siècle, il y a des années très marquantes qui sont les années de guerre de l'opium. Donc on est entre 1839 et 1860, on va dire, selon la première et la deuxième. Ça, c'est considéré par les historiens comme un moment important, parce que non seulement il y a une confrontation avec l'Occident, mais il y a aussi une espèce de prise de conscience, alors je vous donne les interprétations des historiens, de l'insuffisance des compétences, on va dire, on l'appellerait ça aujourd'hui, on parlerait de insuffisance des talents internes chinois, puisqu'on se demande comment est-ce possible que la Chine ait été militairement inférieure en fait à ces Occidentaux qui ont gagné. Et donc, il y a une espèce de prise de conscience que le savoir et le système éducatif et tout ce qu'on tenait pour de grande qualité jusqu'à là, il fallait le compléter par autre chose. Et c'est là, bon, alors après, on répète beaucoup la formule d'un monsieur qui s'appelait Zhang Zedong, qui a inventé une formule toute faite pour dire que on devait s'inspirer des Occidentaux, en gros, je vous la traduis avec mes mots, s'inspirer des Occidentaux pour les compétences techniques et rester fidèle aux valeurs et à l'essence du savoir chinois. Voilà. Donc, en gros, une espèce de tentative de conceptualiser cette schizophrénie dont on parlait au départ, c'est-à-dire comment on gère cette relation avec des modèles, des savoirs, des valeurs, des choses qui viennent de l'étranger, qui ne font pas partie de ce qui serait un corpus de valeurs local. Je ne sais pas ce que c'est. Mais disons, comment on le gère s'il y a contradiction. Et donc, on invente cette histoire que il y en a un qui est une sorte de collection de principes et de valeurs fondamentaux, et le reste, c'est que du moyen technique. Donc, comme si on pouvait séparer, en fait, la philosophie, le sens, de ce qui serait un peu des outils de technocratie qui servent à administrer, à gérer, etc. Et donc, cette chose reste, c'est pas anecdotique, parce que ça reste un peu fortement, me semble-t-il, dans l'esprit après des réformateurs chinois pendant très longtemps. Donc, c'est quelque chose d'important. Zhang Zedong, je crois qu'il meurt au début du XXe siècle, donc on est à la fin du XIXe. Alors, cette période entre le XIXe et le début du XXe siècle, c'est une période assez passionnante d'un point de vue de l'université chinoise, parce que c'est un moment de grande effervescence culturelle et de grande effervescence culturelle d'inspiration étrangère. Alors, quand on dit étrangère, on dit souvent occidentale. Pour être plus précis, en Chine, c'est Occident on va dire que jusqu'aux années 40, cet Occident, c'est quoi? C'est d'abord les États-Unis et le Japon. Le Japon, on va dire toute l'époque dite Meiji, donc fin du 19e jusqu'au début des années 20. Ensuite, les États-Unis, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous les missionnaires protestants qui étaient venus en masse fin du 19e et qui avaient vraiment influencé fortement le monde intellectuel chinois. Et puis France et Allemagne. C'est essentiellement l'Europe à ce moment-là, c'est essentiellement des influences françaises et allemandes, moins les autres pays. Alors, l'influence américaine devient très forte au moment du voyage d'un certain John Dewey, que vous connaissez certainement, étudiant de Sciences Po, qui est un philosophe
disons, un grand pédagogue aussi, qui a beaucoup écrit sur l'éducation, américain. Et John Dewey vient aux États-Unis entre 1919 et 1921 et va marquer profondément aussi les éducateurs, les pédagogues, les grandes figures de présidents d'université, etc. Et disons que c'est à ce moment-là que, c'est à la fin du 19e qu'on remet fortement en question le système éducatif antérieur, celui hérité de l'Empire, pour partir sur des universités modernes de type occidental. Alors, c'était quoi le système intérieur? Eh bien, c'était les académies. On appelait ça les académies. C'est quoi ces académies? Bon, c'est peut-être vous avez entendu parler du concours impérial. Alors, je crois que je dois avoir, voilà. Donc là, vous avez le mandarin. Ça, c'est le clin d'œil du titre de mon livre. Alors, il y a du mandarin à toutes les dynasties. Ça, c'est un portrait qui est réalisé, c'est d'époque Ming, mais il y en a eu avant, il y en a eu après. Enfin, le mandarin, c'est le fonctionnaire lettré. Ça serait aujourd'hui l'énarque, le bureaucrate savant. Pourquoi? Donc, l'Empire avait besoin, pardon, je vous fais l'histoire un peu simplifiée, mais pendant des siècles, en fait, ce grand empire avait besoin d'une administration loyale et non corrompue qui puisse administrer vous imaginez bien quand même que les moyens de télécommunication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, que le pays était vaste et pourtant ça tenait. Donc ça tenait grâce à la force de cette bureaucratie. Et ces bureaucrates étaient choisis par concours. Alors, vous avez sans doute lu autrefois, peut-être, enfin, je ne sais pas, dans votre vie, vous avez peut-être entendu parler du fait que c'est un système méritocratique. Donc, il y a cette légende, cette interprétation d'un système méritocratique. Pourquoi? Parce que par opposition à d'autres systèmes dans d'autres pays, notamment en Europe, ce n'est pas un système basé sur le sang. C'est-à-dire que cette élite impériale, de fonctionnaires lettrés, on va voir pourquoi c'est lettré, ne sont pas choisis par naissance, mais ils sont choisis sur la base d'un examen impérial, donc un concours qui ne sera aboli qu'en 1905, donc à la fin de l'Empire Qing. Et donc, ces fonctionnaires, on dit c'est méritocratique parce que tout le monde peut passer le concours, quelle que soit sa naissance, et s'il est bon au concours, il va réussir et il va devenir mandarin. Très bien. C'est comme en France, c'est-à-dire que bien sûr, on va dire que les concours sont républicains, ils sont méritocratiques et que tout le monde a sa chance. Mais vous savez bien que la réalité, c'est que déjà pour pouvoir accéder à ce concours, il y a déjà des biais, des critères, des sélections. Et donc, dans le cas du concours impérial chinois, pour pouvoir dégager du temps pour aller suivre les cours dans ces académies qui étaient en fait des établissements privés dans lesquels on préparait les épreuves, qui étaient basés sur des connaissances de type littéraire. Donc, on étudiait les classiques, on n'étudiait pas la géopolitique, on n'étudiait pas l'administration publique, ni le droit. Dans un premier temps, on apprenait les classiques. Donc, c'était donc des écoles comme des prépas privées. Là, vous avez des images à différentes époques de ce concours. Mais il y avait donc les académies. Il fallait déjà être en général un garçon et pas une fille. Et puis, en général, avec des parents qui avaient les moyens de vous permettre de faire ça, de préparer pendant des années et de ne pas travailler pendant ce temps-là. Donc, on va mettre entre guillemets cette méritocratie, c'est comme dans tous les systèmes, hein, c'était quand même un peu sélectif. Et donc, ce système a continué pendant très longtemps. Donc, je vous dis, jusqu'en 1905, c'est comme ça que l'enseignement donc, était de type pour préparer un concours. Et le but était de former des fonctionnaires qui avaient une culture générale, on va le dire comme ça, qui étaient des hommes de vertu, puisque leur connaissance littéraire et des classiques leur donnait une espèce de
de valeurs morales. Et en fait, c'était aussi une école de la loyauté après à l'empereur. Donc, l'objectif, c'était d'avoir des fonctionnaires éclairés, vertueux et loyaux, et non corrompus. Avec le système introduit d'inspiration occidentale, eh bien, on change complètement l'esprit et le sens de l'enseignement supérieur. Parce qu'on vient introduire des notions qui étaient étrangères à la tradition impériale, qui sont que l'université est le lieu de préparation à la citoyenneté. On va intégrer des notions d'esprit critique, de débat, disons quelque chose de plus proche de ce qui serait chez nous la tradition des intellectuels engagés. Donc on a comme ça des grandes figures de pédagogues et de présidents d'université pour Beida et Fudan, pardon, à Shanghai, qui sont Li Denghua et Tsai Yong-pei, qui sont des personnes formées, Li à Yale aux États-Unis et Tsai Yong-pei en France et en Allemagne, qui vont vraiment introduire ces idées nouvelles dans les universités chinoises, et comme quoi il faut effectivement former des étudiants à être engagés en quelque sorte dans la vie citoyenne, dans le débat d'idées, dans l'esprit critique, etc. Quelque chose qui n'existait pas vraiment dans la tradition des académies. Alors voilà. Qu'est-ce qui se passe au cours du XXe siècle? Eh bien, on a des universités qui se créent. Certaines se créent à l'inspiration américaine. Par exemple, l'université Tsinghua, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une des celles aujourd'hui qui est dans tous les classements un peu en tête de liste. L'université Tsinghua se trouve à Pékin. Elle a été créée en 1911. Elle a été créée par les Américains pour être une espèce de préparation à l'entrée ensuite aux universités américaines. Donc, c'est l'influence missionnaire et complètement tournée vers un modèle américain. Donc, on a des universités à Pékin, à Shanghai, enfin dans toutes les grandes villes qui fleurissent comme ça entre la fin du 19e et le début du 20e. Et puis, bon, vous connaissez l'histoire mouvementée des années 20, des années 30. Ce sont des années où il y a une forte influence intellectuelle qui continue de la part de l'Europe et des États-Unis, y compris sur les idées de communistes et socialistes. Je vous rappelle que les mouvements anarchistes, par exemple, français, vont influencer pendant les années 20 les intellectuels chinois. Enfin, il y a un grand brassage d'idées, au début via le Japon, puis directement. C'est un temps de grande mobilité de recherche, mobilité d'étudiants, mobilité d'intellectuels. Donc, il y a des voyages aux États-Unis. Et puis, bien sûr, il y a les années de la guerre. Et puis, en 1949, les choses commencent à changer, évidemment. Puisqu'avec l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, le Parti communiste est créé en 1921, mais donc, il passe au pouvoir en Chine en 1949. Et là, évidemment, ça change tout, puisqu'on se tourne dans un premier temps vers l'Union soviétique. C'est plus logique, c'est plus en phase avec les fondements idéologiques du parti, et donc on décide de réformer tout ce système d'enseignement supérieur qui s'était développé un peu sur influence occidentale. On va décider de le refaire en inspiration soviétique, c'est-à-dire un enseignement spécialisé. Et donc, des universités comme Beida, comme Tsinghua, qui étaient des grandes universités polyvalentes, des grandes universités où il y avait toutes les disciplines, eh bien, on va décider que telle université sera spécialisée en médecine, telle autre va se spécialiser en ingénierie, telle autre plutôt dans les lettres, etc. Et ainsi de suite. Donc, on va quand même restructurer fortement, en profondeur, le système d'enseignement supérieur. On va, donc entre 1949 et on va dire 1954, il y a des flux considérables d'experts de part et d'autre avec l'Union soviétique.
Et donc, il va y avoir des experts soviétiques qui vont venir expliquer aux Chinois comment il faut faire et des Chinois qui vont aller apprendre de l'Union soviétique. Et puis, les relations se gâchent quand même, vous le savez, dans les années 50. Et donc, on prend ses distances. Et cette influence, finalement, va s'étioler un peu. Le système a été restructuré comme ça, mais Mao prend sa voie à lui. Et puis après, la deuxième moitié des années 50, les années 60, jusqu'au début de la révolution culturelle, c'est une catastrophe, évidemment. C'est une catastrophe d'un point de vue de l'enseignement supérieur, puisque, pour le faire simple encore, vous me pardonnerez ces raccourcis, je fais un peu une histoire simplifiée, mais c'est toujours parce qu'on est en train d'expliquer l'impact finalement de ces circonstances historiques sur l'enseignement supérieur. Le projet de Mao, c'est quoi? Eh bien, c'est de réaliser un monde dans lequel il n'y a plus d'inégalité. Enfin, oui, c'est ça. C'est la lutte des classes. Bon. Et donc, il veut supprimer les différences dues à différents facteurs. Donc, il s'en prend d'abord aux ennemis politiques, puis aux riches, le capital, puis aux intellectuels, et puis à son propre parti. Voilà. Dans l'ordre, c'est un peu ça ce qui se passe entre les années 50 et les années 60. Et donc, évidemment, les universités vont en pâtir, même avant même qu'elles ferment, parce que les professeurs, les intellectuels vont être assez vite dans le collimateur. On a le parti exige qu'on soit rouge et expert, et puis rouge, puisque petit à petit, on va se dire que l'expertise, si elle vient du monde savant, ça va être inégalitaire. Et donc, l'expertise, en fait, il faut qu'elle vienne de la base. Et donc, on va apprendre dans ces nouvelles écoles qui se créent, qui sont en fait les écoles des paysans, c'est-à-dire qu'on va dire que les établissements ne sont pas les lieux de formation des jeunes, mais il faut que les jeunes aillent apprendre dans les campagnes. Et vous connaissez l'histoire, donc à partir de 66, il va y avoir une vraie politique active de persécution, de discrimination à l'encontre des intellectuels, mais entendez par intellectuel très très large, c'est-à-dire toute personne, en gros un maître des écoles du primaire, c'est un intellectuel. C'est-à-dire tout le monde du savoir est complètement écarté et mis en cause au profit d'un savoir pragmatique, concret de ceux qui font sur le terrain et effectivement dans les campagnes. Donc, il y a les établissements finalement sont vidés, les enseignants sont persécutés, bon, voilà. Et donc, pourquoi cette phase nous intéresse? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir une génération qui va pas... donc, il y a deux impacts. Il y a une génération qui n'a pas accès à l'enseignement supérieur, puisque ça dure quand même 10 ans, cette affaire. Il y a Simon Leys qui a écrit un témoignage assez intéressant qui s'appelle « Les universités », dans ses recueils sur la Chine, vous pouvez le trouver, où il raconte, en fait, il est en Chine en 72, et il raconte ce qu'il voit dans les universités, comment elles sont, quand elles sont vides. Donc, voilà. Et donc, il y a une génération qui n'a pas d'enseignement supérieur, et surtout, effectivement, il y a eu des discriminations à l'encontre des enseignants, ce qui veut dire que quand les choses reprennent, la vie normale reprend à la mort de Mao, donc en 76, et puis Deng Xiaoping qui reprend effectivement un programme à l'antithèse de ce qu'avait fait Mao dans ses relations à l'élite, en 79, il retrouve quelque chose qui est quand même très endommagé. C'est-à-dire qu'on va voir un système d'enseignement supérieur problématique, puisqu'on va manquer de capital humain. On va manquer de ressources humaines. Qui vont être les enseignants en 79 ? Vous voyez, entre ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été mis à l'écart, ceux qui ont été discriminés, ceux qui sont morts, et ceux qui n'ont pas eu d'éducation puisqu'ils ont été dans les campagnes, il ne reste plus grand monde. Donc, il faut reconstruire à partir de là. Donc ça, c'est tout le projet des années 80 et 90. C'est comment on reconstruit une capacité pour un pays qui a des grandes ambitions de développement économique, de recherche,
d'innovation, comment on reconstruit un système d'enseignement supérieur compétitif sans ressources humaines. Donc, c'est un vrai défi et ça vous donne le fil conducteur pour lire toutes les réformes qui ont eu lieu entre les années 80 et les années 90. Donc, petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on mélange un certain nombre de mesures qui vont toutes dans la même direction, qui est donc la montée en gamme de ces universités, à la fois en savoir-faire, en capacité à attirer des talents et capacité à produire de l'innovation technologique. Donc, on essaye de mettre de l'ordre, on restructure, on favorise des fusions, on essaye d'introduire des normes de qualité, on fait venir les étrangers. Dans les années 90, il y a une très grande ouverture, très grande ouverture vis-à-vis des établissements étrangers. On encourage énormément les partenariats. On essaye d'inciter des étrangers à venir faire des joint ventures avec des établissements chinois. En fait, on applique la même logique que dans les entreprises. On veut du transfert de savoir-faire. On veut que les personnels des universités, les enseignants, les personnels administratifs apprennent des étrangers. Il y a des bourses. On envoie beaucoup de Chinois à l'étranger. C'est vraiment les années 90, je dirais que c'est vraiment la décennie bénie pour les coopérations entre la Chine et les autres pays. Donc, c'est une phase d'accélération en fait de cette ouverture au sens où on veut apprendre. Par ailleurs, on introduit, il y a quelques programmes qui sont célèbres, vous en avez sans doute entendu parler, le programme 211, le programme 958 de 95, qui sont des programmes qui commencent à introduire progressivement l'idée d'un développement sélectif et élitiste des universités. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on arrête de financer toutes les universités de la même façon parce qu'on ne va pas s'en sortir. Le système égalitaire, à l'échelle de la Chine, ça ne peut pas marcher, on n'a pas les moyens. Et donc on dit, on décentralise, on responsabilise les collectivités territoriales. En gros, on va dire les universités vont être prises en charge financièrement par les districts, par les collectivités locales. Et nous, au niveau central, l'État, on va choisir quelques universités, quelques disciplines, quelques centres d'excellence, quelques centres de recherche. On va concentrer nos moyens pour en faire des champions au niveau mondial. Ça, c'est la logique des réformes des années 90 en Chine. Donc, tous ces programmes consistent à faire un peu entonnoir, c'est-à-dire qu'au début, on en finance beaucoup, et puis petit à petit, on va resserrer et voir vraiment quels sont les établissements qui ont le potentiel, et on va mettre le paquet, et on a le résultat qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 20 ans, on est parti de rien, et je me permets de dire rien, parce que même s'il y a des siècles d'histoire, les dégâts des années 60 et 70 sont tels qu'on peut dire qu'on partait de rien. Et on a su créer un système dans lequel des pôles d'excellence sont véritablement créés. Et aujourd'hui, on a aujourd'hui effectivement un système qui est devenu plus inégalitaire, mais qui a permis l'émergence de pôles d'excellence compétitifs au niveau international. Voilà. Donc, aujourd'hui, alors je ne sais pas si j'ai... Ça, c'est le Guozhedian, c'est à Pékin, c'est le collège impérial, donc c'est une de ces académies dont je vous parlais. Entre le temple de Confucius et l'académie Guozhedian, il y a le collège impérial, il y a les stèles. Vous voyez les stèles, là, ce n'est pas des tombes. Tout à l'heure, je vous ai montré d'autres stèles qui étaient les tombes des jésuites. Ça, ce sont des stèles sur lesquelles sont gravés des noms des reçus au concours. Et c'est assez fabuleux, il y en a beaucoup, beaucoup. Et vous avez comme ça des siècles de personnes, comme si vous aviez les listes des reçus à l'ENA dans un seul endroit, que vous pouvez vous balader et vous lisez leurs noms. Donc ça, c'est un témoignage historique assez fabuleux. Là, ça vous montre des images de Pékin dans les années 60. Donc, voilà,
c'est juste ça, c'est des images. Il n'y a pas beaucoup d'images du temps de la Révolution culturelle. Ça, c'est l'université de Pékin à droite et à gauche, l'université de Tsinghua. Vous reconnaissez le gate, la porte, en fait, qui est un peu sur toutes les images d'aujourd'hui. Bon, là, c'est les liaisons avec l'université américaine d'aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer, voilà, stratégie d'internationalisation dans les années 90 qui donne l'ouverture d'un campus de l'université de New York à Shanghai, l'installation d'un immense campus de l'université Duke américaine à Kunshan. Voilà, il y a, bon, ça c'est Obama, mais ça c'était en Inde, ça c'est autre chose. Mais et ça c'est un petit clin d'œil aussi. C'est à droite, l'immeuble qui ne paye pas de mine, qui est plutôt sobre et discret, c'est l'école centrale du parti de Pékin, donc qui est un peu un lieu comment dire, de formation continue, mais pas au sens technique, formation continue plutôt au sens idéologique de tous les dirigeants de niveau supérieur. C'est aussi un lieu de réseau, c'est un lieu de sociabilisation à l'intérieur du parti, c'est un lieu très important. Eh bien, à gauche, le bâtiment rouge, qui est le produit de la créativité d'un architecte français d'ailleurs, c'est l'académie de Pudong qui se trouve donc à Shanghai. Pudong est un quartier de Shanghai. Et c'est aussi l'école du parti, mais c'est l'académie que le parti a créée pour deux choses, la formation en matière d'économie, tout ce qui concerne le développement économique, et tout ce qui concerne la communication, le media training, tout ce qui peut permettre aux leaders chinois de bien communiquer. Voilà. Et voilà, ça fait juste un petit clin d'œil ancien-moderne. Et donc, que vous dire, aujourd'hui, les enjeux pour la Chine, c'est... Ça, je vous le remets là. Aujourd'hui, les enjeux pour la Chine, c'est clairement continuer à avoir la capacité d'attirer des talents. Et d'attirer les talents, c'est les Chinois qui sont dans le monde, les Chinois, on va dire, de la diaspora. Tous ces millions de Chinois qui se trouvent dans les universités étrangères, l'enjeu pour la Chine, c'est de faire en sorte qu'ils contribuent au développement économique du pays. Donc, c'est très important de garder le lien avec eux et de les attirer, même si ce n'est pas de façon permanente, parce que ce sont eux qui vont faire les passeurs, et pas que des passeurs de savoir, des passeurs de financement, des passeurs de réseau, des passeurs de pénétration de la Chine dans le monde. Deuxième enjeu, c'est d'avoir des fonctionnaires compétents et aux standards internationaux pour être présents de façon très, très proéminente dans les organisations internationales. Vous avez vu que, voilà, qu'aujourd'hui, toutes les organisations internationales, il y a des Chinois qui sont très haut de gamme, comme on dit, et qui occupent des places de premier plan. Et ça fait aussi la force et le soft power de la Chine dans le monde. Et troisième enjeu, c'est clairement un enjeu d'innovation, donc de recherche, donc de financement de la recherche. Et la Chine a compris que les universités sont très instrumentales pour réaliser ces trois objectifs. Donc la Chine continuera d'investir dans ces universités, peut-être pas dans toutes, mais dans quelques-unes, parce qu'elle les a mises au centre un peu de sa stratégie de présence mondiale et de développement. Voilà, donc tout ça pour vous dire que s'intéresser à l'université chinoise aujourd'hui, me semble-t-il, c'est essentiel, comme c'est une des portes d'entrée pour comprendre où va la Chine demain et comprendre comment il s'y prend. Je vous propose de nous arrêter là et puis de laisser la place aux questions si vous en avez. On peut soit revenir sur des choses sur lesquelles je suis passée trop vite, soit me parler d'autres choses, comme vous le voulez. Merci.